Christian Bernal, qui est venu spécialement parler pour vous ce soir. Et Pablo. Avec Daniel Kunzi, ici présent, et moi-même, et Carl. Alors, peut-être que, voilà, on commencera par une première question, c'est la réaction au film. Donc, je passe la parole à Raphaël, et puis évidemment de savoir ce qu'il a à dire sur tout le sujet. Allô? Alors, bonsoir à tous. Oui, alors la réaction du film, pour moi, je trouve que Daniel, tu as fait un travail exceptionnel, tous ceux qui ont travaillé sur le film. Pardon, vous m'entendez mieux? Donc voilà, je disais bravo Daniel pour ce film, je trouve que tu as fait un travail vraiment exceptionnel. Aussi, toutes les personnes qui ont travaillé dessus, franchement ça c'est une bombe, on en parlait avec Lou et c'est vraiment une bombe qui est jetée. J'espère que ce film fera parler un petit peu de ce qui s'est passé, qui va ouvrir les yeux à des gens, et puis franchement, je suis bluffé par la qualité en fait du travail qui a été fait sur ce film. Voilà. Voilà mon nom. Oui, alors bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Il y a encore 2 semaines, je ne savais pas que tu allais faire ça, donc c'était une belle surprise. Et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, aïe, est-ce qu'il va y avoir des gens de la politique? Est-ce que ça va être violent, etc. Je m'inquiète toujours un petit peu quand on parle de dictature, comment ça va être interprété. Mais là, alors... Oui, c'est ça. Mais vraiment, alors moi je dois dire, je suis passée par beaucoup d'émotions dans ce film, ce qui est vraiment intéressant, parce que d'abord ça nous fait un flashback sur tout ce qu'on a tous vécu, de loin ou de près, tout ce qu'on aurait pu vivre quand on voit ce qui est arrivé à certaines personnes, c'est incroyable, et ça va d'un extrême à l'autre. On pourrait presque dire que ce film est tragicomique, parce que qu'une femme se fasse condamner pour mettre un like, là, ça c'est vraiment jusqu'à la personne qui se fait vraiment tabasser alors qu'ils ne connaissent pas les noms des flics, personne. Ça m'a beaucoup frappé. C'est qu'en fait, quand on est attaqué, moi, de mon père militaire, j'ai appris que tu demandes toujours le nom des gens, toujours. Quand quelqu'un veut rentrer chez toi, la police, tu leur demandes leur carte d'identité et tu fais contrôler. Parce que c'est une égalité de pouvoir. Et donc, dans ce film, il y a eu beaucoup de réflexions. Je pense qu'il y a énormément d'histoires dans tous les gens qui ont vécu aussi, que tu arrives à mettre avec beaucoup d'émotions, légèreté, humour, tragédie, questionnement, etc. Et moi, je trouve que tu as donné la parole aux autres. Parce que la radio suisse romande, non, pas la radio, parce qu'ils l'ont bien traité, mais la télévision suisse romande, quand elle a fait le film Temps présent, pandémie de mensonges, et moi je suis contre fake news, rien que le titre, c'était de accuser toutes les personnes qui allaient parler, dont moi, dedans, et m'ont pris des petits extraits, de menteurs. Et donc je suis en procès au tribunal fédéral avec eux, et ça va être un cas exemplaire dans le sens où faire changer les juges, comme les films font changer les mentalités, et je pense que ce film, moi je vais le mettre dans les rapports juridiques maintenant. Parce que c'est une preuve, et c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est la première impression. Je ne m'attendais pas, mais bravo, vraiment, ça touche, et je pense que vous êtes tous touchés par toutes ces histoires de vie qui sont autour de vous, et qui sont arrivées à tout le monde. Il y en a plein d'autres encore. Au premier épisode, je pense qu'il y en a beaucoup à faire encore. Alors, moi je suis assistante de production, donc j'ai aidé Daniel, et merci aussi à Gilles qui est dans la salle, qui m'a aussi aidé, et une autre personne qui est en France. Mais je n'avais pas vu le produit fini. Et comme je l'ai dit à Raphaël en venant, c'est pas un pavé dans la mare, c'est une bombe atomique, ce film, qui permet de retranscrire, de recenser des témoignages, des faits, des téléjournaux, pardon, donc des choses qui sont vérifiables, tout de suite accessibles au cerveau reptilien. Il n'y a pas besoin de lire des pages et des pages. Et puis alors, personnellement, je trouve que la qualité filmique, elle est très bonne. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je donne
Mon cher ça me rappelle, si tu me permets cette petite digression, l'histoire de la colle non conforme, de nos affichages sur les TPG qui n'avaient même pas été ouverts lors de la campagne pour les élections fédérales. On nous avait dit que la colle n'était pas conforme, donc on n'a pas pu avoir nos affichages sur le tram 12. C'est un petit peu la même chose que cette histoire de qualité filmique, je pense. Et puis je me rappelle aussi un épisode à Zurich, le 12 février 2022, où j'avais fait un petit séjour dans un taxi. Alors c'est la police qui avait décrit ce véhicule comme un taxi pour aller payer l'amende d'un ami qui n'avait pas sa carte d'identité à ce moment-là. On avait été nassés pendant plusieurs heures pour une manifestation. Et puis j'ai dû prendre ce taxi. Le taxi, c'était un car de police avec des espèces de compartiments avec des barreaux dans lesquels on était comme ça. Bienvenue aux claustrophobes. On ne savait pas quand on allait démarrer. Et tout ça, c'était pour faire 250 mètres pour aller au poste de police de Zurich, qui, je l'ai mis sur mon canal Telegram, se présente avec un damier par terre, le poste de Zurich cantonal, et avec un fond rouge, avec 2 épées et 2 serpents qui sont enroulés autour. On croirait un film de Stanley Kubrick ou un truc du style. Voilà, donc j'en dirai plus tout à l'heure, mais je trouve que ce film retranscrit, et encore, pas autant que ce qu'on a vécu parfois, mais ça donne une bonne idée de ce qu'on a vécu il y a 3 à 4 ans. Merci à toi, Daniel. Merci Daniel pour ce film. Je crois que tu nous plonges vraiment au cœur de la réflexion qui continue de nous hanter. C'est comment des braves gens se transforment en sales types. Et ce que tu montres, c'est le quotidien de ce que la population a vécu. Moi, évidemment, mon travail, c'est de défricher tout ce qu'il y a autour. Et j'ai participé à un seul dies academicus dans ma vie, vous savez, ce raout de l'université où les académiciens célèbrent leur indépendance d'esprit. Et la conseillère d'État socialiste, c'était en 2018 ou 2019, a fait un petit speech sur l'expérience de Milgram, de soumission à l'autorité, et en relevant à quel point l'indépendance de l'université, la liberté de ton, la capacité de réfléchir étaient fondamentales pour garder nos démocraties comme des démocraties. Et elle a participé au gouvernement qui a imposé un système totalitaire à la population, et notamment avec le port du masque au secondaire et à un moment donné à l'école primaire. Il y a eu à ce moment-là une protestation des parents. Je n'ai pas rencontré le Conseil d'État, Mauro Poggia et Mme Emery Toracinta, mais j'ai eu des échos de ce qui s'était passé et je venais de traduire un article du docteur Paul Alexander qui a longtemps travaillé pour l'OMS et qui avait colligé plus de 160 études qui montraient l'inutilité du masque. Il faut savoir que le masque, même en salle d'opération, n'arrête pas les virus et les bactéries. Revue de la littérature 2016, publiée dans la Royal Society of Medicine en Angleterre, Université d'Oxford, il n'y a aucune preuve que dans les salles d'opération, ça protège contre les virus. Et donc c'est de la pure superstition, mais maltraitante, parce que évidemment que les enfants qui sont à journée longue obligés de porter ce truc-là entrent en hypercapnie, le taux de CO2 augmente, le nombre de pneumopathies augmente, c'est très mauvais pour le psychisme, donc c'est de la maltraitance à l'état pur. Et quand quelqu'un dit ça à la conseillère d'État en question, il paraît qu'elle est devenue écarlate, avec les yeux qui sont sortis des orbites, et qu'elle a dit « mais la Société suisse des pédiatres nous dit que ça ne pose aucun problème ». Alors vous voyez, on est au cœur du sujet, parce que évidemment, quand il y a une dérive totalitaire, les gens ne mesurent pas qu'ils participent à une dérive totalitaire. Ils basculent dans une autre manière de percevoir les choses, mais qui devient simplement opposée à la vérité. Alors on peut dire, oui, mais on ne savait pas au départ. C'est faux. Martin Kulldorff, épidémiologiste à Harvard, j'ai eu très peur pendant 10 minutes. Et quand j'ai vu les chiffres, c'était OK. Moi, j'ai écrit le 16 mars, en Italie, on voit que tous les gens qui meurent ont soit des lourdes comorbidités, soit sont plus âgés que l'espérance de vie. On se calme. Et on le sait aujourd'hui, c'est moins grave que la grippe. Arnaud Fontanel a dit en février 2020 en France. Donc la vérité, c'est que tout ce qu'on nous a raconté est faux. Alors, vous me connaissez, je pourrais en parler pendant des heures. Je vous pose juste 2 questions. Est-ce que vous savez que le SARS-CoV-2 a circulé dès le mois de mars 2019 ? On en a la preuve aujourd'hui. On a des échantillons d'eau usés, on a des sérologies, ça circulait partout dès 2019. Stéphane Bancel, à Davos,
a dit en janvier 2023, je me suis tourné vers mes équipes en 2019 en disant nous aurons besoin de milliards de doses d'ARN messager l'année prochaine. Et il dit à Davos, c'est enregistré. Mes équipes m'ont dit, mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y aura une pandémie l'année prochaine. Alors évidemment, si on ignore ces choses et qu'on est dans le narratif servi par la presse, bah évidemment que tout ce qui nous est raconté est crédible et que ça peut se justifier de plaquer des gens au sol parce qu'ils mettent les autres en danger. Mais si on connaît la vérité des choses, ça devient juste aberrant et monstrueux. Et donc, je corrobore ce qui a été dit. La responsabilité, elle n'est pas tant du côté des politiques. Les politiques, ils ne connaissent pas ces choses-là. Donc, ils dépendent des médecins et de la presse. Et la vraie question, c'est comment les médecins et la presse ont osé servir de manière totalement scandaleuse et totalement malhonnête un narratif qui est simplement faux. Récemment, nouvelle étude, l'hydroxychloroquine a tué 17 000 personnes, c'est une nouvelle escroquerie scientifique. Quiconque sait lire la science mesure ça en quelques minutes. Pourquoi est-ce que les médias suisses, qui n'ont jamais mentionné les plus de 400 études qui montrent l'efficacité de l'hydroxychloroquine en traitement précoce publiées dans 80 pays, tout d'un coup refait les gros titres, et avec des professeurs comme Alexandra Calmi, celle qui voulait que le Conseil fédéral achète des montagnes de doses de vaccins contre la variole du singe, revient nous dire non, mais on sait très bien que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Donc, au fond, et je stopperai mon élan là, on peut partir du principe que tous les journalistes sont stupides. Pourquoi pas? Mais c'est pas très réaliste, parce qu'ils ne sont pas moins éduqués que vous et moi, ils ne sont pas moins intelligents que vous et moi, alors qu'ils sont tous malhonnêtes. On sait que c'est un milieu qui est devenu structurellement malhonnête. Mais évidemment que la réponse est autre, comme pour les médecins des hôpitaux, c'est qu'il y a eu un basculement totalitaire, et que dans un basculement totalitaire, on se sent habilité à faire des choses qui sont normalement interdites, et qui normalement sont comprises comme étant anormales. On a tous subi des campagnes de lynchage médiatique. Ça ne se fait pas en temps normal. Refuser de soigner des patients malades, ça ne se fait pas en temps normal. Asphyxier des enfants à journée longue, ça ne se fait pas en temps normal. Et là, il y a cette substitution du réel et de l'irréel, où finalement, quand on essaye d'expliquer ces choses, même avec tous les documents et les références à l'appui, les gens nous disent « mais vous êtes fous, vous délirez ». Pourquoi? Parce que c'est le collectif qui s'est mis à délirer, et c'est ça le cœur du totalitarisme, et qui transforme des braves gens en sales types. Donc vous avez des médecins qui sont devenus dangereux pour leurs patients, vous avez des enseignants qui ont maltraité les enfants dont ils s'occupaient, vous avez des juges qui ne respectent plus la loi, et j'en terminerai avec ça. Il faut quand même rappeler, l'avocat valaisan Jacques Schroeter en a fait la liste, que nos gouvernements cantonaux et fédéraux ont violé un nombre de lois incalculables sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan des conventions internationales. Alarmer la population, faire usage de contraintes, discriminer, stigmatiser, assigner à demeure, c'est interdit par les lois. Et quand le système entier bascule dans des crimes d'État contre la population, eh bien nous sommes exactement au cœur du moment totalitaire. Mais avec cette difficulté, essayer d'expliquer à un journaliste ou à un médecin des HUG que nous sommes dans une dérive totalitaire, il vous regarde en disant « mais ça va quoi, vous voudrez peut-être prendre des médicaments ». C'est évident que nous ne sommes pas dans une dérive totalitaire. Et voilà, c'est cette inversion qui est absolument spectaculaire. Par exemple, Christian Perron est passé sur CNews chez Pascal Praud, il s'est fait avoiner par un ex-président de la LICRA qu'il a traité de négationniste. Et CNews a été condamné pour ne pas avoir contredit Christian Perron, là où tous les journalistes qui disaient il faut piquer de force les non-vaccinés, il faut les laisser crever s'ils sont malades, vous vous souvenez de ça? Il faut les laisser mourir de faim, sans aucune contradiction, il n'y a aucune sanction. Et là, on voit ce motif de renversement, on vole sur la tête, les choses sont l'inverse de ce qu'elles veulent dire, et c'est ça le drame que nous avons vécu, et merci Daniel de l'avoir si bien illustré à partir des témoignages des gens. Bonsoir la Suisse, bonsoir Genève. Merci Jean-Dominique pour ses propos complotistes. Et je vais appeler mes collègues des hôpitaux là, de Genève pour peut-être une petite
consultation psychiatrique de voilà, non, mais ce film est très émouvant parce que il nous montre avec des témoignages comme ça, une mère de famille, un enfant, un policier, ce que les gens ont vécu dans leur quotidien. Quand on y repense maintenant, on dit mais c'était le cauchemar, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Et encore, je me souviens que j'étais venu une fois en Suisse, je crois que tu étais là d'ailleurs, et mes autres amis ici. C'était la première année de la pandémie, et j'avais l'impression qu'en Suisse, c'était beaucoup plus libre qu'en France. Donc, c'est vrai que pour moi, la Suisse, c'était l'image vraiment de la démocratie parfaite. Et bon, comme la France par certains côtés, peut-être, mais tout ça, on s'aperçoit que c'est un petit peu du pipeau, que on manipule les foules. Et moi, ce qui m'a le plus frappé là-dedans, c'est que tout était prédit à l'avance, annoncé à l'avance. Il y avait même une répétition générale de la pandémie plusieurs mois avant. Et si vous regardez ces manipulateurs, ils vous préviennent toujours de ce qu'ils vont faire. Ils s'en cachent pas. C'est pour habituer les gens à se faire à l'idée que ça va leur tomber dessus. Mais si jamais ils avaient tout mis d'un coup, le confinement, les masques, l'interdiction du traitement, le vaccin, la population sera révoltée. Mais ils y vont de façon insidieuse, subtile comme ça, et on voit très bien les dégâts dans la population. Alors ce film pour moi, et puis alors on voit pour ce qui est des... Bon, le brave policier, il a été viré, là, mais ce qui s'est passé avec même les journalistes, les politiciens, ils sont pas tous corrompus, il y en a. Certaines élites sont très corrompues, les autres c'est plutôt des braves gens qui veulent faire leur boulot, mais ils n'ont plus le droit de l'ouvrir. Moi avant cette histoire du Covid, j'étais invité sans arrêt sur les plateaux de télé en France, sur TF1, LCI, France 2. Dès qu'il y avait une crise sanitaire, on m'appelait, ou une histoire de maladie infectieuse. Maintenant, je suis une chaîne une grande chaîne qui m'invite, c'est des petites chaînes, c'est plus des grandes chaînes, mais disons une chaîne, un média de grand chemin qui m'invite aujourd'hui à des sanctions financières de la part de l'ARCOM, qui est le nouveau nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui leur donne des sanctions financières pour m'inviter. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Ça, c'est extrêmement grave. Mais le journaliste de base, lui, moi j'ai des copains journalistes qui disent « Mais Christian, c'est que tu as raison, mais si j'ouvre ma petite bouche, moi j'ai des enfants en bas âge, j'ai un prêt immobilier, je ne peux pas me permettre, sinon je suis viré. » Et alors il y en a chez qui ça pose des cas de conscience. Je connais certains journalistes qui ont quitté les grands médias parce que ça leur posait un cas de conscience. Donc c'est pour moi terrible parce que pour moi la justice et le journalisme, les médias, c'était un contre-pouvoir. Et alors, comme tu disais, pour la Suisse, c'est pareil en France. Quand en France, toutes les lois illégales sont validées par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Et même quand les ministres sont mis... moi, j'ai porté plainte contre le ministre de la Santé. L'affaire est classée à la Cour de justice de la République. Tout est classé. Ils ne disent même pas pourquoi ils classent l'affaire. Donc on a reporté plainte parce qu'ils doivent normalement justifier pourquoi ils classent l'affaire. On a l'impression de vivre dans un cauchemar. Alors je remercie tous ces organisateurs de cette pandémie, peut-être qu'ils sont allés un peu trop vite. Ils nous ont pris franchement pour des idiots. Alors, tout le monde ne l'a pas vu tout de suite parce que la peur était tellement forte. En plus, j'ai un peu honte parce que c'était un de mes bras droits dans le service, le professeur Jérôme Salomon. Maintenant, vous avez de la chance, vous en avez hérité à Genève, à l'OMS. La promotion, et il était déguisé en croque-mort, et tous les soirs il énumérait les morts. Donc les gens avaient vraiment peur, et moi j'en veux pas aux gens qui se sont fait manipuler. Mais grâce à tous ces gens qui nous ont manipulés, je crois que dans le monde entier, en Suisse, en France, partout, les gens ont ouvert les yeux. Alors, ils ne sont pas tous encore complètement convaincus, mais il y a de plus en plus d'éveillés. Et je pense qu'ils ne pourront plus nous remanipuler comme ils l'ont fait aussi facilement. Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Je les remercie beaucoup de m'avoir éclairé, parce que moi, j'étais naïf. Il y a 5 ans, je pensais encore vivre en démocratie. Bon, maintenant, je m'aperçois qu'on est en tyrannie, avec la tyrannie sanitaire, et puis quand on voit tout ce qui se passe dans la politique actuellement, c'est pas joli. Voilà, donc... moi, je pense que ce film est important. En plus, il n'y a pas de choses agressives, c'est des choses qui sont des expériences de terrain. Donc ça va bien passer, parce que quelquefois, quand on fait des films ou des livres un peu trop directs et agressifs, même si c'est vrai, il y a un sentiment un petit peu de rejet quelquefois, parce que quelquefois, pour les gens qui ont été manipulés, c'est trop violent de tout prendre dans la figure. Moi, je vois dans ma propre famille, surtout chez les jeunes. Les jeunes, ils veulent pas voir ce qui se passe. Ils ont fait leurs études, là, ils ont un boulot, ils sont sur leur téléphone portable, ils regardent Netflix,
Et il voit bien qu'il se passe quelque chose qui n'est pas clair, mais moi, si j'essaie d'en parler, je dis non, arrête tes idioties, maintenant le Covid c'est terminé, on a tourné la page. Il ne voit pas que le Covid, c'était la première page du nouvel ordre mondial et de l'état profond. C'est l'étape de démarrage qui a raté. Et j'espère que ça va enrayer la machine. Voilà, donc c'est très important ce que vous faites, parce que je pense que ça éclaire les gens. Et merci à tous d'être là, les éveillés, et bravo. Je suis absolument d'accord avec Christian Perron, pour changer. Non, mais surtout sur le fait que le film est très... Moi, je le trouve super, et je trouve super ton idée, Astrid, si tu y arrives, de le montrer au tribunal fédéral, parce qu'en fait, effectivement, cette crise, elle est soi-disant passée, mais la crise politique, en fait, est quand même là. Et ce qui est très frustrant, c'est de ne pas, justement, avoir cette examen de conscience. Et ce film, n'importe qui le regarde, va pas être choqué, justement, comme tu disais, il n'est pas trop agressif, mais chaque situation qui est racontée, tout le monde se dit, mais c'est pas normal, ça peut pas être la Suisse, ça peut pas être une société, ça peut pas être une démocratie. Et c'est fait avec tellement un regard bienveillant, et je trouve vraiment, donc, du coup, ce film est super. En plus, il est très différent de tout ce qui a été fait sur la crise Covid. Il prend un angle complètement différent de la société, et avec des gens à qui tout le monde s'identifie, en fait. Des gens presque, tu peux taper au hasard dans la rue et les prendre. Donc ça, c'est super. Et puis, c'est vrai que je pense que la clé aujourd'hui, parce que à chaque fois, tu sais, on se retrouve face à un public qui est d'accord avec nous, et c'est à l'extérieur que... Enfin, je veux dire, voilà. Donc aujourd'hui, on a besoin, je crois, de persister, et puis d'apporter la paix. Parce que, personnellement, dans mon expérience pendant la crise Covid, j'ai été menacé de toutes parts, mais en fait, j'ai pu continuer à travailler, faire tout ce que je voulais. On m'a interdit l'ivermectine, j'ai appelé le service du médecin cantonal, j'ai obtenu une autorisation d'utiliser l'ivermectine. En réalité, en fait, dans cette crise, je ne sais pas si ça le sera à l'avenir, parce qu'ils ont pu modifier les lois et tout, mais à la base, dans cette crise, tout était illégal, et c'était vraiment juste de la pression psychologique, en fait. Et donc, moi, cette crise m'a permis au tout début, quand je me suis retrouvé confiné chez moi avec mon Covid, et que je ne pouvais pas aussi m'occuper de mes patients, que je voyais que des patients étaient testés, j'étais au courant et tout, enfin qu'on m'a retiré de m'occuper de mes patients. Là, j'ai eu quand même d'abord un petit breakdown, c'était dur. En plus, je suis d'éducation chrétienne, et c'est vrai que ça flashait vachement Apocalypse, tout ça. Enfin, si vous connaissez la scatologie, il y avait pas mal de red flags, et du coup, mais ça m'a rapproché, en fait, ça m'a rapproché de Dieu, et j'ai fait un bond dans ma spiritualité qui est énorme. Et je pense qu'on entre dans une phase où on ne pourra pas faire l'économie de la spiritualité pour les temps qui... Finalement, comme mon témoignage personnel, cette situation que je trouve absolument, de voir le mensonge aussi gros et effectivement une expérience de 1000 grammes au sein de ma profession en grandeur nature, des fois on a besoin d'un coup de pied au cul, puis ça m'a connecté, puis c'est vrai que je vis des choses importantes, puis et j'ai une paix intérieure. Et je crois vraiment que ce qui a permis que je fasse une vidéo qui buzz, je me retrouve sous les radars, médecin cantonal, machin, les autorités et tout ça, et que je passe au travers, vous savez, comme par miracle, au travers de la tempête. Je crois que c'était vraiment lié à la paix intérieure que j'avais, en fait. Je crois vraiment que dans cette situation, c'était perdre son calme qui faisait qu'on perdait. Et tant qu'on gardait son calme, voilà, beaucoup des situations qui sont décrites dedans, en fait, c'est justement, il y a eu ce clash, et finalement, des gens qui sont
ton frère, en fait, qui est en face de toi, et qui pense avoir l'autorité, ou qui m'a transmis l'autorité, se retrouve en opposition, et si tu as envie de trop te défendre, en fait, et que tu es trop agressif, bah là, ça va monter en pression, en fait. Donc, il faut... je crois que... En tout cas, moi, personnellement, ce qui a fait que tout se dénouer, c'était de ne pas avoir peur, de jamais avoir peur, d'être dominé par la peur. Et si on n'a pas peur, on garde ses moyens, on est capable de réfléchir. Et puis moi, j'utilisais beaucoup la maïeutique, c'est-à-dire finalement de commencer par collaborer, enfin par aller dans leur sens. Parce que si tu es en opposition directe, tu vas te faire menotter, quoi. Mais après, poser des questions gentiment et que le processus se fasse en fait de révélation directement auprès de la personne. Je pense que dans cette situation, dans cette crise, il y a eu des choses dramatiques, des familles qui se sont scindées et tout ça. Et donc, moi, je veux juste vous encourager tous à travailler là-dessus, en fait, à vous rapprocher de votre foi, d'une forme de foi, quelle qu'elle soit, une verticalité, et puis à être ceux qui apportent la paix, pas ceux qui revendiquent, pas ceux qui se battent, ceux qui sont le plus calmes, parce que du coup, vous pourrez passer au travers de tout.